Bonjour, je suis Jean-Philippe Reynaud, je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la faculté de médecine de Toulouse et chef de service au CHU sur l'hôpital Purpan. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours sur les troubles dépressifs de l'enfant et de l'adolescent. Un petit point d'abord d'épidémiologie. Dans la population générale pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, on estime que la prévalence est légèrement inférieure à 3%. Elle serait un peu plus élevée chez les garçons que chez les filles, en tout cas jusqu'à la puberté. Après la puberté, ça s'équilibre. Dans la population qui consulte chez nous en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, les dépressions de l'enfant et de l'adolescent représentent à peu près 20% des consultations. Alors c'est assez récent, hein, il n'y a que depuis les années 1970 qu'ont commencé à être effectués des travaux sur les symptômes dépressifs chez les enfants avant la puberté. Donc aujourd'hui, on sait que certains enfants peuvent présenter des symptômes analogues à ceux des adultes dépressifs, qui sont différents du repli autistique. Il y a un retrait social, un retrait relationnel, mais il est différent du repli que l'on voit dans l'autisme. Et puis c'est également différent de la psychose infantile, qui était classiquement décrite, qu'on appelle aujourd'hui la schizophrénie, à début précoce, très précoce, voire ultra précoce. Alors, quels sont les signes cliniques de l'épisode dépressif chez un enfant? L'expression clinique est particulière, hein. Tout d'abord, on trouve une humeur dépressive qui est marquée essentiellement par de la tristesse. C'est très caractéristique de l'épisode dépressif. Et ce n'est qu'avec une écoute attentive, c'est pour ça que je vous ai mis le petit logo IDE, que l'IDE, l'infirmier, pourra repérer ces mouvements dépressifs. La deuxième modalité d'expression clinique, c'est l'humeur dépressive qu'il faut aller rechercher chez un enfant qui est donc en retrait relationnel, retrait social, retrait affectif, qui a un visage souvent sérieux, peu mobile, ou bien alors qui a un air absent, qui a l'air d'être un petit peu indifférent à tout. Troisième point, il faut penser à mettre la tristesse de l'enfant en évidence lorsqu'on est en face d'un enfant qui est plutôt sur des symptômes positifs, c'est-à-dire d'irritabilité, d'agitation, d'opposition ou de manifestation fréquente d'insatisfaction. Il faut aller chercher derrière que peut-être cet enfant en réalité est triste. Alors dans le discours de l'enfant, qu'est-ce que vous allez retrouver? Tout d'abord, la perte de l'intérêt et du plaisir. C'est un enfant qui peut dire des phrases comme je m'en fous, j'en ai rien à faire, j'ai envie de rien, ça ne me plaît plus, ça ne me fait plus plaisir, etc. Deuxièmement, la perte de l'estime de soi. Un enfant qui s'auto-disqualifie, qui s'auto-dévalorise. Je suis nul, j'y arriverai pas. Un sentiment d'impuissance. Je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je ne sais plus le faire, c'est pas pour moi. Un sentiment de culpabilité, voire un sentiment de honte. C'est de ma faute, ça me fait honte, je suis méchant, je suis mauvais. Un sentiment d'avoir perdu l'amour, notamment bien sûr l'amour de ses parents, mes parents ne m'aiment plus, personne ne m'aime. Un sentiment de désespoir avec parfois des idées de mort et de suicide, je n'y arrive pas, c'est trop dur. Ce sont des enfants aussi chez lesquels la dépression va provoquer des difficultés pour se concentrer, je ne comprends rien, ou des troubles pour la mémorisation, je ne sais pas, je m'en rappelle pas. Alors tout ça, bien sûr, va avoir un effet sur la scolarité. La difficulté à se concentrer, par exemple, la difficulté à penser peuvent entraîner soit un évitement de la scolarité, soit un véritable refus du travail scolaire. Il peut y avoir aussi une obstination stérile pendant de longues heures à travailler sur les livres et les cahiers, mais avec un échec, une incapacité à apprendre, à mémoriser. Et dans les deux cas, la dépression est un très très grand pourvoyeur de décrochage scolaire, voire d'échec scolaire. À l'inverse, il faut savoir qu'un enfant ou un adolescent qui surinvestit la scolarité et la réussite, la performance scolaire, ben, ça n'exclut absolument pas que euh, en arrière-plan, il soit dépressif. La dépression chez l'enfant et chez l'adolescent peut s'exprimer aussi par des troubles du comportement.
Alors les troubles du comportement, quand ils sont très bruyants, évidemment, ils sont tout de suite repérés. Ça peut être parfois de l'irritabilité, hein, dans le DSM-5, qui est la classification américaine des troubles psychiatriques, il est indiqué que l'irritabilité peut venir remplacer la tristesse. Ça peut aller jusqu'à une excitation débordante, et l'enfant va s'épuiser en fait à force d'être excité, d'être agité. Et bien entendu, c'est une excitation qui se fait au détriment d'un véritable jeu. Il peut y avoir également un manque d'intérêt pour le contact avec autrui. Il peut y avoir aussi une alternance avec des moments de repli et des moments d'inertie motrice. Et avec l'âge, c'est surtout l'instabilité et l'irritabilité, les colères, ce que parfois les adultes prennent pour des caprices qui peuvent devenir prépondérants. Il peut y avoir également des troubles de l'appétit et des troubles du sommeil. Côté appétit, en général, c'est plutôt une diminution de l'appétit pour les enfants les plus jeunes. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, c'est davantage des accès de boulimie ou de grignotage chez le grand enfant et le préadolescent. Le sommeil, ben, c'est une difficulté à trouver le sommeil, à entrer dans le sommeil, donc des troubles de l'endormissement, une opposition au coucher et parfois des cauchemars. Donc derrière des difficultés de sommeil, il faut toujours aller vérifier s'il n'y a pas des éléments en faveur d'un état dépressif. Enfin, le discours des parents et le discours de l'entourage va également nous donner des indices. Par exemple, ce sont des parents qui sont désemparés face au mal-être qu'ils perçoivent chez leur enfant. Ils disent par exemple, il n'est plus comme avant, je ne le reconnais pas, il n'est jamais content. Souvenez-vous, on en reparlera un peu plus tard, de cette notion de changement, hein, il n'est plus comme avant. Ça peut être également un discours des parents avec une connotation négative, péjorative, disqualifiante pour l'enfant, dévalorisante. Il n'est jamais d'accord, il est méchant. Et quand un enfant est disqualifié et dévalorisé par ses parents, ben c'est un cercle vicieux. Je suis dépressif, donc j'ai des symptômes qui font que mes parents me trouvent méchant ou capricieux ou opposant. Et comme je suis jugé et dévalorisé, cela va venir renforcer ma dépression. Ça peut être aussi le cas dans le milieu scolaire, ou bien évidemment si les professeurs disqualifient et rabaissent l'enfant, ça ne fait qu'aggraver sa dépression. Le dernier indicateur, ce sont des parents qui ressentent une impuissance. Ils ont l'impression qu'ils n'arrivent plus à faire plaisir à leur enfant. Ils peuvent dire par exemple, on ne sait plus quoi faire pour lui faire plaisir. On ne sait plus quoi faire pour le sortir de cet état d'agitation ou de torpeur. Alors, certains éléments cliniques sont très importants pour poser le diagnostic. Premier élément, c'est un changement. L'enfant, il était différent avant et il peut y avoir soit un changement progressif, soit une véritable rupture avec l'état antérieur de l'enfant. Avant, il jouait, avant, il s'intéressait, avant, il arrivait à avoir une scolarité correcte et là, depuis quelque temps, c'est plus compliqué. Le deuxième point, c'est la durée de l'épisode. Alors, chez les adultes, vous le voyez ici, euh, le DSM-5, qui est la classification américaine des troubles mentaux, dit qu'il suffit de 2 semaines pour poser un diagnostic d'état dépressif caractérisé. Chez les enfants et les adolescents, c'est un peu plus variable en fonction de l'âge développemental. Le troisième point, c'est qu'il faut qu'il y ait une souffrance pour pouvoir parler de dépression ou d'état dépressif, et que cette souffrance est souvent liée, en général liée, à la notion d'une perte et à un sentiment d'impuissance. Alors, on va regarder maintenant comment ça se présente chez le nourrisson et chez l'adolescent. On a parlé de l'enfant d'âge, on va dire, prépubère en général. Chez le nourrisson, il y a 4 caractéristiques. Tout d'abord, ce qu'on appelle une atonie thymique, c'est-à-dire une atonie de l'humeur. C'est un bébé qui ne pleure pas, n'a pas de larmes, qui a une mimique faciale pauvre, une hypomimie. Deuxièmement, il peut y avoir une inertie motrice. Donc ce sont des bébés qui vont avoir des conduites répétées et monotones. Ça ressemble un peu aux stéréotypies de l'enfant qui pourrait être à risque autistique.
Il peut y avoir aussi des enfants qui ont une vigilance apparente, qui ont l'air d'être très attentifs à ce qui se passe et qui contrastent avec leur lenteur, la lenteur de leurs gestes et la lenteur de leurs mouvements corporels. Troisièmement, on va assister à un repli, à un retrait dans les interactions. Les interactions sont pauvres, les réponses quand on sollicite le bébé sont de moins en moins fréquentes, elles diminuent. Il peut y avoir une altération de la communication qui est également souvent renforcée, amplifiée par le désarroi de l'entourage face à ce bébé qui ne leur répond pas. Enfin, on peut voir une véritable désorganisation psychosomatique qui vient montrer une rupture par rapport au développement antérieur à l'épisode dépressif. On peut avoir des troubles des conduites alimentaires, ça peut aller jusqu'à un arrêt de la croissance, jusqu'à un retard du développement psychomoteur, et on peut aussi avoir des troubles du transit et des troubles du sommeil. Donc vous voyez des manifestations somatiques qu'on peut qualifier comme ça vite fait de psychosomatiques. C'est pour ça que le rôle de l'infirmier va être très important parce qu'il va pouvoir repérer ces mouvements dépressifs, notamment chez un bébé qui est par exemple en réanimation ou chez un bébé qui est beaucoup stressé par des prises de sang, des ponctions, les lumières, etc., dans un service de néonatologie par exemple. Alors, quelles sont les causes, comme ça, très vite fait, de ce qu'on peut voir, des dépressions que l'on peut voir chez un tout petit, hein, chez un nourrisson? Alors, ce qui a été décrit, c'est des ruptures précoces dans les liens d'attachement, en particulier lorsqu'il y a une séparation, une rupture d'avec la mère, lorsqu'il y a des expériences de séparation ou de perte. Je vous ai mis la couverture du livre de Donald Winnicott, qui est un pédiatre, psychanalyste britannique, qui a joué un rôle important dans le développement de la psychanalyse de l'enfant et dans la pédopsychiatrie. Et comme il a beaucoup exercé pendant la Seconde Guerre mondiale, il a beaucoup observé les effets de la guerre, et notamment chez les nourrissons. Il décrivait, les nourrissons étaient placés dans des pouponnières à l'extérieur de Londres pour échapper au bombardement, et il a beaucoup observé ces phénomènes de dépression. Et malheureusement, ces questions autour des enfants qui sont dans des terrains de guerre se posent de plus en plus, y compris en Europe aujourd'hui. Chez ce nourrisson, on a comme hypothèse de cause de la dépression des interactions pauvres, avec en particulier une absence d'interaction quand les parents sont empêchés d'interagir avec leur bébé, ou des interactions qui ne sont pas harmonisées et de façon prolongée avec l'enfant. C'est ce que l'on appelle l'accordage affectif entre les parents et le bébé. Donc ce sont des mères qui, par exemple, ou des pères, hein, mais essentiellement des mères, puisque ce sont elles quand même la plupart du temps qui nourrissent euh, beaucoup les enfants, qui pour des raisons diverses sont rendues en quelque sorte indisponibles pour leur bébé. Alors ça peut être physiquement indisponible, parce que par exemple elles sont hospitalisées ou elles sont accidentées ou autre, mais ça peut être aussi psychiquement indisponible, soit parce qu'elles font une dépression postnatale, une dépression du postpartum, soit parce que par exemple elles font une dépression tout court, ou bien qu'elles sont alcooliques ou toxicomanes ou autres. Et puis en fait, il peut y avoir aussi des conditions somatiques du bébé qui peuvent expliquer au moins partiellement la dépression. La douleur physique, on y reviendra tout à l'heure en fin de diaporama, parce que pour les infirmiers, c'est très important de savoir quels sont les liens possibles entre la douleur physique et la dépression, la douleur morale si vous voulez. Et la douleur physique, elle est souvent pas repérée chez l'enfant, chez le bébé en particulier. Il y a certaines infections qui peuvent être, entre guillemets, dépressogènes, certains troubles nutritionnels et certaines complications de la période périnatale. Alors, qu'en est-il des particularités de l'état dépressif chez les adolescents? Alors, la sémiologie de la dépression chez l'adolescent est beaucoup plus proche euh, de celle des adultes que ce n'est l'été pour l'enfant. Là aussi, il faut insister sur cette idée de changement, de rupture dans le comportement, dans l'apparition de symptômes, etc. La tristesse, je l'ai déjà dit, peut être entre guillemets remplacée par l'irritabilité ou par des troubles du comportement. Opposition, c'est pour ça que je vous ai mis une photo d'une adolescente qui présente en quelque sorte la tristesse habituelle de la dépression, et puis une autre qui présente plutôt de l'agressivité ou de l'opposition.
Les deux présentations peuvent être présentes, y compris chez la même personne. Il faut insister chez les adolescents au risque d'automédication. Et l'automédication, les adolescents, ils la font bien sûr avec les médicaments de l'armoire à pharmacie familiale, quand il y en a. Ils prennent par exemple les psychotropes, les anxiolytiques qu'ils voient consommer à leurs parents, etc. Mais ils peuvent aussi s'alcooliser, ils peuvent aussi prendre du cannabis, etc. pour s'auto-apaiser. Et le risque, évidemment, vous l'entendez bien, c'est le risque d'évolution vers une addiction. Le troisième risque, je vous ai parlé tout à l'heure du risque d'échec scolaire, je vous parle maintenant du risque d'addiction. Le troisième risque chez les adolescents concernant l'état dépressif, c'est la désinsertion sociale, c'est-à-dire à cet âge-là d'abord la désinsertion scolaire, le décrochage scolaire, et ensuite ça peut aller jusqu'au fait de se marginaliser plus tard. Alors, la Haute Autorité de Santé a rédigé des recommandations en 2014. Je vous ai mis le lien ici. Donc, en principe, il fonctionne. Si vous récupérez le diaporama, vous pourrez avoir des documents très complets avec d'abord comment repérer et prendre en charge la dépression de l'adolescent. Et ensuite, vous avez ici la description. Hein, c'est tout à fait intéressant. Et la prise en charge. Évidemment, on en dira un petit mot tout à l'heure. Alors, quelle est l'évolution de la dépression? D'abord, il faut être prudent lorsqu'on est face à un enfant ou un adolescent dépressif. Il faut ne pas le lâcher trop vite. Donc, il faut les suivre. Il faut demander à avoir des nouvelles. Par exemple, si vous êtes infirmier en milieu scolaire, dans un collège ou dans un lycée, n'hésitez pas, si vous savez qu'un adolescent a traversé un épisode dépressif, à à le convoquer et à lui demander de vous donner des nouvelles. Les enfants qui ont eu un état dépressif majeur, un état dépressif caractérisé, on dit aujourd'hui, présentent davantage d'épisodes dépressifs ultérieurs. Après la puberté, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la dépression est plus fréquente chez les filles que chez les garçons. Et puis, il y a la question du suicide, c'est le quatrième risque. Hein. Donc, je vous rappelle les 4 risques principaux: décrochage scolaire, addiction, désinsertion sociale et euh, le suicide. Il y a peu d'études qui différencient les populations adolescentes et prépubères. Le suicide reste rare chez les enfants de 6 à 12 ans. Encore que en période Covid, depuis 2 ans, nous avons vu malheureusement une augmentation des suicides chez les moins de 12 ans, dans un contexte très particulier. Il n'est pas possible de relier avec certitude les rares suicides chez les enfants de moins de 12 ans à la dépression. Les idéations suicidaires sont beaucoup plus fréquentes que les tentatives de suicide, mais il se pourrait qu'il y ait une sous-estimation des idées suicidaires et des conduites suicidaires. Donc il faut absolument que vous les recherchiez, et vous pouvez les rechercher sans appréhension. Et vous savez que chez un enfant ou un adolescent que vous suspectez de dépression, il faut poser la question: as-tu des idées de suicide? As-tu parfois l'idée de te faire du mal ou de te supprimer? Vous ne provoquerez pas le suicide en posant cette question. Par contre, si vous ne la posez pas, vous ne diagnostiquerez pas le risque suicidaire. Il y a également des comorbidités, et là, l'infirmier peut jouer un rôle important dans le dépistage de ces comorbidités. Euh, les 3 principales comorbidités, c'est l'anxiété. C'est pour ça, le bon moyen mnémotechnique, c'est que l'on dit souvent troubles anxio-dépressifs. Il peut y avoir aussi des troubles des conduites, et il peut y avoir aussi des troubles comportementaux. Donc soyez attentifs. Alors souvent on dit que les pédopsychiatres excusent les troubles du comportement, les passages à l'acte, l'agressivité, les carreaux cassés, le fait de répondre aux professeurs, etc., en disant que les enfants sont dépressifs, mais c'est une réalité, c'est cliniquement démontré. Alors comment va-t-on soigner les troubles dépressifs chez l'enfant? D'abord, on va proposer des consultations qui sont toujours en principe thérapeutiques, qui comportent toujours une dimension d'élaboration, de réflexion, de mise en sens, etc. Des psychothérapies qui peuvent être individuelles ou de groupe, que ce soit des psychothérapies d'inspiration psychanalytique, les PIP, ou des thérapies comportementales et cognitives, les TCC. On peut aussi proposer dans certains cas des thérapies familiales lorsqu'il y a une problématique familiale importante. Les thérapies sont souvent
familiale lorsqu'il s'agit d'enfants très jeunes ou de bébés, soit thérapie parent-bébé, ce qu'on appelle des soins conjoints. On va aussi proposer de bien prendre en compte les troubles associés, les comorbidités, s'il y a un trouble anxieux associé, s'il y a eu un abus sexuel ou une maltraitance à l'origine des difficultés, et puis aussi, pourquoi pas aussi, des troubles des apprentissages ou des difficultés instrumentales. Il ne faut pas négliger aussi les interventions que nous avons regroupées sous le terme d'intervention sociale, c'est-à-dire une réorientation scolaire, peut-être voir s'il ne faut pas qu'il y ait un placement, qu'il y ait une réorganisation familiale parfois, etc. Et puis, vous voyez que je les mets en tout dernier recours, les médicaments psychotropes, dont on redira un mot tout de suite. Alors, quels sont les grands principes du traitement chez l'enfant et l'adolescent? Repérer et intervenir tôt, vous l'avez compris, c'est très important, et rôle majeur des IDE. Alors, c'est pas tellement les IDE, c'est pas tellement les infirmiers de pédopsychiatrie, puisque en principe, quand les enfants arrivent en pédopsychiatrie, ils sont déjà quand même un peu repérés. Mais par exemple, si vous êtes infirmier dans un service de cancérologie pour enfants, ben, il faut que vous soyez capable de repérer qu'un enfant est en train de se déprimer en lien, en réaction à sa pathologie cancéreuse. Repérer tôt, intervenir tôt. En première intention, recommandation de l'Agence française du médicament, c'est toujours la psychothérapie. Il faut inclure les parents dans la prise en charge, faire le lien avec le milieu scolaire, en particulier avec l'infirmier scolaire, parce que c'est là, au collège et à l'adolescence, à l'infirmerie, que les adolescents pourront aller se réfugier. Repérer et traiter les comorbidités, je l'ai déjà dit, et n'utiliser les médicaments antidépresseurs qu'en seconde intention, après au moins 2 mois de prise en charge en psychothérapie qui ne marche pas ou qui ne marche pas suffisamment. Jamais isolément. Un psychotrope chez l'enfant isolément, c'est une aberration. Il faut qu'il y ait une prise en charge psychoéducative, une intervention psychothérapeutique, rééducative, etc. au minimum. Et toujours, quand on donne un médicament psychotrope, notamment un antidépresseur à un enfant, une information pour eux, pour les parents, et une surveillance très très rapprochée. J'en profite pour vous dire que quand on donne un antidépresseur ou un traitement quel qu'il soit, un anxiolytique, peu importe, à un enfant ou un adolescent dépressif, c'est les parents, comme pour tout médicament, qui doivent être responsables du stockage et de l'administration du médicament. Tout particulièrement dans la dépression, puisque le risque suicidaire, je vous l'ai dit, est important et qu'il ne faut pas que l'enfant ou l'adolescent ait accès aux médicaments parce que il est assez fréquent que les enfants ou les adolescents essaient de se suicider avec le médicament qui leur a été prescrit, tout simplement parce que les plaquettes sont à portée de main. Alors, je vous avais dit qu'on ferait un petit focus sur la douleur physique. C'est important pour les infirmiers, je pense, parce que vous allez voir des enfants et des adolescents avec des douleurs et que vous allez voir, il y a des liens. Il y a des liens avec la dépression. D'abord, ça commence à être étudié depuis quelque temps, notamment dans les affections qui sont très algogènes, qui génèrent beaucoup de douleurs, comme les cancers. Et là, on a 3 éléments qui sont importants. Le premier, c'est que la douleur, aujourd'hui, semble corrélée avec la dépression. Par exemple, quand la douleur n'est pas traitée, au bout d'un moment, c'est dépressogène. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez des douleurs qui durent, qui vous envahissent, qu'on n'arrive pas à traiter, eh bien, vous finissez par vous épuiser et par vous décourager, et ça peut amener à une dépression. Deuxièmement, quand les traitements sont inefficaces, là aussi, les patients s'épuisent, se découragent. C'est ce qu'on appelle la douleur non contrôlée, qui peut être à l'origine d'un mouvement dépressif au moins. Deuxième corrélation, les signes de la douleur peuvent être parfois confondus avec ceux de la dépression. En fait, ça se ressemble. Par exemple, l'atonie psychomotrice, avec le repli sur soi, le manque d'expression, les réactions d'irritabilité, le désintérêt pour le monde extérieur, la lenteur et la rareté des mouvements, en particulier chez les bébés, tous ces signes se ressemblent. On peut avoir ces signes dans la dépression, on peut avoir ces signes dans la douleur, un peu comme des positions antalgiques. Quand vous avez mal aux dents, vous bougez le moins possible, vous vous calez dans la position qui vous convient le mieux et vous ne bougez plus. Ces signes s'atténuent quand ils sont liés à la douleur, quand ils sont dus à la douleur, dès que l'antalgique efficace a été trouvé.
Et vous voyez les enfants se remettre à jouer, se remettre à communiquer, à avoir des interactions efficaces, etc. Donc c'est un diagnostic différentiel qui est complexe, surtout chez les tout petits. Et là, l'infirmier peut jouer vraiment son rôle parce qu'il peut développer une expertise dans ce domaine. Troisième point, la douleur va susciter chez l'enfant un sentiment d'impuissance. Il peut être prévenu par des interventions psychologiques associées éventuellement à des traitements médicamenteux. Aujourd'hui, on sait que les approches thérapeutiques de type cognitif et relationnel semblent montrer euh, des possibilités de mieux contrôler la douleur, de la rendre prévisible et du coup de la rendre moins dépressogène. Alors, en conclusion, quels sont les messages importants à garder par rapport à la dépression chez l'enfant et l'adolescent? Premièrement, la dépression chez l'enfant et l'adolescent, ça existe. Ce n'est pas une lubie de psychiatre ou de psychologue. Deuxièmement, la dépression ne s'exprime pas de la même manière chez l'enfant et l'adolescent que chez l'adulte. Il y a des spécificités. Plus on grandit, plus ça ressemble à l'adulte. Elle peut avoir des conséquences majeures, des complications, notamment en termes de désinsertion scolaire, de désinsertion sociale, d'addiction, de suicide. Aujourd'hui, il existe des traitements efficaces. Je vous ai indiqué les thérapies, les traitements non médicamenteux, mais aussi des médicaments. Elle doit donc être repérée et traitée de la même manière que doivent être traitées ces comorbidités qui sont souvent associées à la dépression. Et pour terminer, je rappelle que l'infirmier va jouer un rôle majeur dans son dépistage et dans sa prise en charge. Évidemment, l'infirmier qui travaille en pédopsychiatrie, mais aussi l'infirmier qui travaille en soins somatiques, ou l'infirmier scolaire, ou l'infirmier qui travaille, par exemple, dans un établissement médico-social, c'est-à-dire des établissements qui accueillent des enfants ou des adolescents handicapés, ou aussi en milieu social, par exemple, au foyer de l'enfance, ou dans des MEX, des maisons d'enfants à caractère social. Je vous remercie. À bientôt.